Ouais. Les animateurs de l'atelier vont se réunir mardi prochain. Il y a un micro. Parle dans le micro. Pour le YouTube. Les animateurs de l'atelier vont se réunir en réunion de travail mardi prochain. Quelque chose me dit qu'ils vont dire que cette soirée porte 3 empreintes. La première, c'est que nous traitons d'un sujet que nous voulions vous présenter depuis fort longtemps, un sujet qui occupe une si large part de la vie humaine sur cette terre et la terre elle-même, bien sûr, mais pour des tas de raisons, y compris l'actualité fournie, pas toujours heureusement fournie, mais fournie, on l'a pas fait, on le fait. Donc, c'est une première. Depuis longtemps, vous savez, l'intervenant de ce soir m'a interrogé, nous existons depuis 2010. Ça fait un moment qu'on a la tête de faire venir Greenpeace. Mais l'actualité, des fois sans doute les responsables de cet organisme faisaient comme ça. Oh, mais c'est loin, Montluçon, etc. Ça ne s'est pas fait. Et ça s'est fait ce soir. Et je remercie chaleureusement Nicolas Nas d'être parmi nous. Son mérite est réel, mais il ne faut rien exagérer. Il a pris un train rapide, confortable, à l'heure, et qui au bout de 2 heures l'a posé à la gare de Montluçon. Donc c'était quand même bien, et ça recommencera demain matin. Au total, ça fait 8 heures quand même. Merci infiniment, merci à vos responsables, et peut-être que ce premier pas, pour d'autres raisons, ou peut-être même celle-ci, celle de l'énergie, nous ferons encore appel à vous. La troisième, c'est vous, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes nombreux ce soir, sans doute, tout comme les animateurs de l'atelier, préoccupés par l'ampleur des problèmes liés à l'énergie. Ce soir, nous souhaiterions, mais le contenu de la réunion, c'est pour une part l'intervenant, mais pour une part vous qui faites le contenu. Ce soir, nous avons souhaité clairement partir d'abord d'une donnée fondamentale, c'est partir des besoins humains, partir des besoins des gens. Nous ne souhaitons pas, nous vous le disons avec franchise, que ce soir, nous n'excluons pas cette nécessité, que ce soir, le débat porte, je suis pour, je suis contre, sur un autre sujet énergétique, je suis pour, je suis contre. Il nous semble que cette démarche de partir des besoins des gens est vitale dans ce domaine de l'énergie, mais elle l'est en tout domaine. Imaginons un instant, je ne prends que ce secteur de la vie humaine, la santé. Imaginons pour notre petit secteur de Montluçon, si pour bien nous soigner, les médecins en général, avec l'hôpital public en particulier, on partait du besoin des gens, ça serait tout autre chose que de dire on leur enlève combien de médecins, on va fermer quel bloc opératoire, etc. Et si vous preniez l'éducation nationale, le logement, etc., ce serait la même chose. Donc ce soir, nous souhaitons partir des besoins humains. Et c'est quelque chose de profond chez les animateurs de l'atelier, parce que si nous partons, et si nous partions, et si tous les animateurs de notre société française partaient de cette donnée fondamentale, prioritaire, incontournable, qui part avant toutes les autres, si nous placions les besoins humains au cœur de la démarche, qu'est-ce que nous ferions? Nous solliciterions les femmes et les hommes de ce pays. Nous les appellerions à se mettre en commun, c'est-à-dire à réfléchir, à proposer, à travailler ensemble. Quelque part, c'est écrit ici. En commun, nous pouvons changer la société. C'est désormais de plus en plus la ligne de conduite des animateurs de l'atelier. Ne croyons pas que les évolutions dans la société et, pour tout vous dire, les alternatives fondamentales ne partiront pas. D'ailleurs, j'allais dire d'en haut, partiront des gens eux-mêmes. Donc ce soir, nous faisons, si vous le voulez bien, mais encore une fois, c'est vous, mesdames, messieurs, qui faites la soirée, nous partons du besoin des gens et de leur mise en commun pour déterminer ces besoins. C'est de ça que nous avions parlé, n'est-ce pas? Comme vous voulez. Non, ça vous appartient. Faites comme vous voulez. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Nicolas Nas, je suis chargé de campagne transition énergétique à Greenpeace. Donc, la transition énergétique, c'est une de nos 5. Tout le monde entend bien?
Une de nos 5 grandes campagnes en France aujourd'hui, avec une campagne axée sur le pétrole et les transports, une sur l'agriculture et les forêts, une autre sur les océans, et une plus sur le climat en général, même si évidemment il y a des ponts évidents entre toutes ces différentes campagnes, et que je vais un peu vous parler de tout ça à la fois aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, l'idée c'est de poser, avant la question de se poser comment on produit l'énergie aujourd'hui en France ou dans le monde, on va se poser la question de pourquoi on produit l'énergie et pourquoi faire, quels besoins ça répond et quel excès ou non on a aujourd'hui dans nos sociétés sur la consommation, voire le gaspillage énergétique. Parce que pour la première fois, peut-être en tout cas à l'échelle mondiale dans l'histoire de la planète, on arrive à un moment où il faut faire des choix entre ce qu'on a longtemps appelé le progrès humain et la croissance humaine et économique, et puis les limites que notre planète est en train d'atteindre, que ce soit le climat, mais pas que, j'y reviendrai aussi un petit peu après. Donc, cette introduction, elle va se focaliser sur ce qu'on appelle la transition énergétique, et je vais revenir sur ce terme parce qu'il est souvent mal compris. Déjà, le terme d'énergie est souvent mal compris en France notamment. L'énergie, c'est une grandeur physique un peu compliquée qui sert un peu à mesurer la capacité d'un système ou d'un objet à pouvoir changer d'état, à pouvoir produire de la chaleur, à pouvoir faire de l'électricité, etc. Donc c'est une mesure qui permet de comparer différentes formes, que ce soit l'énergie, la chaleur, on peut comparer la chaleur à l'électricité, à la vitesse, voilà, quand vous déplacez, etc. Ça permet de... C'est une grandeur physique qui permet de faire ça. Mais on l'emploie tous les jours, souvent un peu de façon inadéquate. Et puis, il y a une différence fondamentale en termes de quantité entre l'énergie qu'on produit et l'énergie qu'on consomme. L'énergie qu'on produit, c'est ce qu'on appelle l'énergie primaire. C'est typiquement, vous faites une mine de charbon, vous allez sortir une tonne de charbon, c'est l'énergie qui, en théorie, pourrait être dégagée avec cette tonne de charbon. En fait, quand cette tonne de charbon, vous la mettez dans une centrale électrique, de charbon du coup, il y a seulement à peu près un tiers, 30 à 40%, qui va au final faire de l'électricité, et il y a 60% qui va être perdu en chaleur dans l'atmosphère. Ce qui fait que vous, ce que vous payez à la fin sur votre facture d'électricité, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est qu'une partie de ce qui a été consommé. Et ça, c'est valable notamment pour la production d'électricité, des énergies fossiles et du nucléaire. Pour le renouvelable, on a plutôt une convention qui dit que, en gros, c'est à peu près 100% de l'équivalence entre énergie finale et énergie primaire. Et c'est une convention, on pourrait en prendre d'autres. Mais c'est une des raisons qui fait que, cette incompréhension qui fait que le débat est souvent mal posé. En France, on a l'impression que on est un pays ultra nucléaire, alors que le nucléaire ne représente que 20% de l'énergie qu'on consomme, un cinquième. Et on a encore en France plus de 2/3 d'énergie fossile. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on consomme au quotidien. Et aussi à peu près un cinquième, comme pour le nucléaire, de renouvelable. Et après, on a l'électricité. L'électricité, c'est une forme d'énergie, ce qu'on appelle un vecteur énergétique, comme le pétrole en est un, comme le gaz en est un, comme l'hydrogène en sera peut-être un jour. C'est une façon de porter, transformer l'énergie, où là, effectivement, on est en France à plus de 70% de nucléaire et très peu de fossiles, seulement 5%. Donc c'est quand même important d'avoir ça en tête pour comprendre le débat différence entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Et en fait, nous, en tant qu'individus, mais aussi collectivement, avant de se poser la question de comment on va produire cette énergie, il faut se poser la question de comment on la consomme. Et l'enjeu de la transition énergétique, c'est justement de sortir des énergies fossiles, réussir à se débarrasser de ces 2/3 d'énergie fossile qu'on consomme en France encore aujourd'hui, c'est encore un peu plus au niveau mondial. Et parfois, quand on discute avec des gens, on a l'impression que finalement, c'est pas nouveau. On a déjà fait les transitions énergétiques, on est passé du bois au charbon, puis après au pétrole, etc. Mais quand on regarde au niveau mondial, on n'a pas eu en fait de substitution de forme d'énergie, c'est-à-dire que quand on a commencé à consommer le charbon,
vers la révolution industrielle, on n'a pas arrêté de couper du bois et de brûler du bois. En fait, on a rajouté du charbon. Puis après, on a découvert le pétrole, on a rajouté du pétrole. Après, on a rajouté du gaz. Après, on a rajouté de l'hydroélectricité, du nucléaire, des renouvelables. Et en fait, quand on regarde la consommation d'énergie au niveau mondial, on voit qu'on a une croissance qui, pour l'instant, ne s'arrête pas, sauf dans les temps de crise économique où pendant 1, 2, 3, 4 ans, selon l'ampleur, on a une baisse temporaire. C'est un peu moins vrai au niveau français et européen, où on arrive à ne pas avoir une énergie qui se stabilise depuis à peu près 20 ans, qui est en partie due à des efforts qui ont été faits justement pour limiter la consommation d'énergie et un peu une stabilisation de la croissance économique au niveau européen, mais aussi, qui est quand même beaucoup dû, et on y reviendra dans la discussion, au fait qu'on a exporté une partie de notre consommation dans des pays, notamment en Chine, où on a exporté notamment une grosse partie de notre industrie, ce qui a eu aussi de fortes conséquences sociales en France. Donc l'un des enjeux, et je dis bien l'un des enjeux, c'est de réussir à sortir des énergies fossiles en 28 ans, donc pour atteindre la neutralité carbone vers 2050, quasiment totalement. On peut garder à peu près 5% de fossiles dans notre consommation d'énergie et aller beaucoup plus vite que ce qui a été fait en termes de croissance. C'est-à-dire qu'il faut décroître beaucoup plus vite que ce qu'on a cru dans la consommation de fossiles. Mais comme je l'ai dit, les gaz à effet de serre ou le CO2, les énergies fossiles, c'est pas le seul enjeu, parce qu'on pourrait très bien être dans une situation en 2050 où on est sorti totalement des énergies fossiles, et pourtant être dans une situation en termes de durabilité ou viabilité de l'être humain sur la planète qui est au moins très préoccupante, voire très inquiétante, puisqu'il y a effectivement d'autres enjeux, notamment l'érosion de la biodiversité. On a une grosse partie des espèces d'insectes, d'oiseaux, de poissons qui sont en train de disparaître un peu partout dans le monde. Et le réchauffement climatique est pour l'instant assez peu responsable de ça. C'est en fait surtout le changement d'usage de sol, donc tout ce qui est artificialisation des sols, dû à l'urbanisation, tout ce qui est déforestation pour produire toujours plus d'agriculture notamment. Et en fait, il y a une économiste britannique qui s'appelle Kate Raworth, je ne sais pas trop comment ça se prononce, désolé, Raworth en français, qui a créé ce qu'on appelle la théorie du donut, qui est en gros, vous imaginez la forme d'un donut, dans la partie inférieure, vous avez les besoins humains, c'est-à-dire de quoi a besoin une société pour être dans une situation durable, une situation de stabilité, c'est-à-dire qu'il faut répondre aux besoins essentiels, c'est-à-dire nourriture, eau, logement, etc. Il faut avoir une certaine cohésion sociale, c'est-à-dire qu'avoir une répartition des richesses qui est à peu près équilibrée, qu'il n'y ait pas de gens qui soient dans une misère absolue, etc. Il faut que tout le monde soit en bonne santé, voilà. Et puis de l'autre côté, l'autre extrémité du donut, on a les limites planétaires. Donc il y a le changement climatique, il y a l'érosion de la biodiversité, il y a tout ce qui est cycle de l'azote, le cycle de l'eau douce. Donc c'est tous les limites planétaires qui pourraient être franchies et amener une situation irréversible qui aurait des conséquences graves sur l'avenir de l'humanité, ou en tout cas l'avenir de nombreuses espèces. Et entre les deux, il y a un curseur à placer pour trouver le bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire satisfaire des besoins humains essentiels à une certaine durabilité et prospérité de chacun, et puis tout cela en respectant les limites planétaires. Pour aller un peu plus dans le concret sur comment on consomme l'énergie en France, aujourd'hui, on a à peu près un tiers de notre énergie qui est consommée dans les transports, essentiellement la voiture individuelle thermique. Il y a quasiment 50%, un peu moins, qui est consommé dans les bâtiments, qui est consommé dans les bâtiments, donc que ce soit résidentiel et tertiaire, donc commerce notamment, essentiellement en chauffage. On a aussi un peu moins d'un tiers qui est consommé dans l'industrie, donc pour produire de l'acier, produire des engrais azotés, pour produire voilà, toutes sortes de choses, des biens manufacturés. Et puis seulement 5% de l'énergie en France qui est consommée dans l'agriculture. En termes d'émissions de gaz à effet de serre,
c'est un peu différent. On a 70% des émissions, donc un peu plus de 2 tiers, qui sont dues à l'énergie. Donc, c'est-à-dire notamment, toujours on retrouve à peu près un tiers de transport, un peu moins de bâtiments parce qu'on a des bâtiments qui sont chauffés aujourd'hui essentiellement à l'électricité qui consomment moins de fossiles, et à peu près aussi un tiers de l'industrie. Et puis, en dehors de l'énergie, il y a une grosse partie, donc 30% de reste, donc, et à la fois de l'industrie chimique, des procédés chimiques, etc. Et puis une grosse partie, donc un peu plus, quasiment 20% de nos émissions, donc 1/5, qui est due à l'agriculture, et notamment à l'élevage. L'élevage pour 2 raisons. Essentiellement, le méthane dégagé par les bovins. Donc ça, c'est une grosse partie. Et puis un peu moins, mais ça reste quand même important, 3-4% des émissions françaises, dues aux émissions des engrais azotés. Donc comment, pour chaque secteur, on peut questionner nos besoins? Alors, nous, à Greenpeace, on reprend ce qu'on appelle un triptyque qui a été lancé notamment par l'association Negawatt, l'Institut Negawatt, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un institut indépendant qui travaille sur l'énergie. Et ce triptyque, il est composé de 3 piliers. Le premier, c'est la question de la sobriété. Le deuxième, c'est la question de l'efficacité. Et le troisième, c'est la question de la décarbonation. La sobriété, qu'est-ce que c'est? La sobriété, c'est... je regarde les usages que je fais dans un secteur donné et je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet usage? Est-ce que je pourrais le réduire ou non? Alors, si je prends l'exemple d'un élu qui pourrait vouloir modifier, ou en tout cas baisser ses émissions de gaz à effet de serre de l'éclairage public, la sobriété, ça voudrait dire, aujourd'hui, l'éclairage public dans ma ville, il fonctionne 24 heures sur 24, et je peux très bien le couper de 23h à 5h du matin, parce que j'estime qu'il n'a pas besoin, que ça ne menace pas la sécurité, etc., etc. Ou je peux dire que je coupe un lampadaire sur 2, parce que finalement ça suffit l'éclairage, etc. Ça, c'est la première notion, c'est la notion de sobriété qui est essentielle, qui est vraiment celle qui questionne nos besoins. La deuxième, l'efficacité, c'est je ne change pas l'usage, c'est-à-dire que je vais consommer autant, je vais avoir le même éclairage à la fin, mais j'essaye de consommer moins, d'avoir le même éclairage en consommant moins. Donc, par exemple, en fait, je me rends compte que mon éclairage public, il est fait aujourd'hui avec des lampes à incandescence qui ont 50 ans et qui consomment énormément. Je peux mettre des LED, alors en faisant attention que ce soit des LED à lumière suffisamment chaude pour pas trop perturber la biodiversité, etc. Mais je peux mettre des LED qui vont consommer 10 fois moins et qui vont avoir le même résultat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. Et puis enfin, le troisième enjeu, c'est la décarbonation, c'est-à-dire que en fait, je me suis rendu compte que mon éclairage public, il n'était pas relié au réseau électrique de RTE, il était relié directement à une petite centrale au gaz. Et à la place de cette centrale au gaz, je vais construire des panneaux solaires sur le toit de la mairie, je vais mettre une batterie pour les stocker l'énergie solaire qui est produite le jour parce que l'éclairage, j'en ai besoin la nuit. Je vais faire un peu de biogaz, etc. Pour pouvoir justement ne pas émettre ou peu de gaz à effet de serre. Donc ce triptyque, c'est un peu, la façon qu'on essaye d'aborder les différentes thématiques de la transition énergétique. Et si je prends l'exemple du transport, je ne vais pas les faire tout en détail, mais pour le transport, on se rend compte qu'aujourd'hui, ou en tout cas depuis un siècle, on a une société qui s'est développée autour de la voiture individuelle, avec en fait une dépendance qui a été faite des individus envers cette voiture individuelle. En 1960, il y avait moins de 5 millions de voitures. Aujourd'hui, on est à quasiment 40 millions, donc c'est presque une par personne active, par personne majeure. Donc on a vraiment une société qui s'est articulée autour de la voiture, et en fait on s'en rend compte quand on analyse un peu comment nos espaces urbains, que ce soit dans les grandes villes ou en milieu un peu plus périurbain ou rural, ont évolué. C'est-à-dire qu'on a énormément de petits commerces de centre-ville qui ont disparu, des services publics type la poste, les gares aussi qui ont disparu des centres-villes et des petites villes, au profit de zones d'activité souvent décentrées, qui avec des hypermarchés, des centres commerciaux toujours plus gros, etc., qui obligent finalement à prendre la voiture. Même si parfois il y a quelques alternatives de transport en commun, ça reste extrêmement difficile et contraignant.
Et ça a fait qu'en fait, on a une explosion du nombre de kilomètres parcourus par individu par jour en France depuis un siècle. On est passé de 5 km essentiellement de la marche à plus de 50 km par jour en moyenne pour un Français de déplacement, et essentiellement dû à la voiture. La sobriété pour la mobilité ou le transport, c'est aussi, on le voit aussi dans la taille des voitures. On a des véhicules qui sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds, et ça a un impact direct sur la consommation, puisque c'est plus difficile de déplacer une charge lourde, donc ça demande plus d'énergie. Donc il y a plein de solutions qui existent. En termes d'efficacité, on sait que le moteur électrique est plus efficace, a un meilleur rendement que le moteur thermique. Il y a beaucoup moins de pertes de chaleur, donc on va consommer moins d'énergie. Si du jour au lendemain on remplace toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, on consommera moins d'énergie en tout. Mais c'est pas pour autant que ce sera durable. Donc il y a vraiment une question qui est un peu centrale sur l'urbanisation, sur comment nos villes, nos cités sont organisées, et comment au fil du temps on a séparé lieu de résidence, lieu de travail, lieu de commerce et parfois lieu de loisirs, qui est vraiment une question, je pense, centrale et souvent ignorée dans le débat sur la transition. Et on commence à voir dans certaines zones justement l'effet inverse qui est en train de se passer avec une relocalisation des commerces dans les centres-villes, etc. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Sur le bâtiment, et je pense que j'irai beaucoup plus vite sur les autres secteurs, mais c'est un secteur qui me tient à cœur parce qu'il mêle aussi des enjeux de justice sociale importants. Il faut savoir qu'on a un parc de bâtiments qui est très mal isolé en France. On est un des bonnets d'âne d'Europe là-dessus. On a 5 millions de logements sur 30 millions, donc c'est un sixième qui sont des passoires énergétiques. Donc c'est des logements qui sont particulièrement mal isolés, où il y a souvent des problèmes d'humidité qui peuvent engendrer des problèmes respiratoires et des maladies, des allergies. Et c'est 12 millions de personnes en France, donc sur 70 millions, c'est quand même considérable, qui sont en situation de précarité énergétique, qui n'arrivent pas à chauffer convenablement l'hiver, ou qui payent des factures énergétiques absolument démentielles. Et on le voit avec la crise énergétique européenne actuelle, que ce sujet va être de plus en plus important, puisque les factures augmentent de façon importante et vont continuer à augmenter dans les prochaines années. Et à l'inverse, on a seulement 1,5 million de logements sur 30 millions, du coup, qui sont peu énergivores, donc c'est-à-dire qu'ils sont correctement isolés. Et l'objectif de la France, que la France s'est fixé, c'est de rénover l'ensemble de son parc de logements en moyenne à ce niveau AOB, ce qu'on appelle le niveau bâtiment basse consommation. Et aujourd'hui, la stratégie du gouvernement et des gouvernements précédents là-dessus est assez mauvaise, puisqu'il y a beaucoup d'argent public qui est mis dans la rénovation, mais pour financer des rénovations par petits gestes, c'est-à-dire on va changer juste une fenêtre, juste les fenêtres, ou juste le toit, ou juste changer de chaudière, mais en fait ça a assez peu d'efficacité énergétique, on ne permet pas de gagner beaucoup de consommer moins d'énergie, et en plus il y a un effet rebond qui est que les gens qui se chauffaient avant à 16 en payant beaucoup, maintenant se chauffent un peu plus pour avoir 18, 19, 20, ce qui est totalement compréhensible. Mais si on avait fait des rénovations performantes qui permettent vraiment d'arriver à des bâtiments qui sont très très bien rénovés, on n'aurait pas cet effet rebond de façon beaucoup moins importante. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on porte depuis quelques années, de justement prioriser avant tout la rénovation performante, et notamment celle des passoires thermiques, en aidant les petits propriétaires, parce qu'il n'y a pas que des grands propriétaires qui exploitent leurs locataires, même s'il y en a, il y a aussi énormément de gens qui ont une maison, notamment dans un milieu plus périurbain, qui sont des maisons anciennes, qui sont soit mal isolées, et pour les accompagner, et qui ont un reste à charge minimum pour elles. Et en termes de décarbonation, là-dessus, il faut absolument, une fois que les rénovations sont faites, remplacer les chauffages au fioul ou au gaz par des pompes à chaleur, des panneaux solaires thermiques, par de la géothermie. Voilà, il y a plusieurs solutions qui existent qui permettent justement de décarboner le chauffage. Au niveau de la consommation, il y a un gros sujet sur l'industrie. Alors on peut décarboner l'industrie, mais c'est des procédés un peu compliqués qui de toute façon vont se développer d'une façon ou d'une autre.
mais c'est surtout au niveau de la consommation de produits qu'on peut vraiment s'interroger sur nos habitudes et notre gaspillage. Je pense notamment à l'industrie textile. On est un des pays du monde qui consomme le plus de kilos de vêtements par habitant, et souvent pour des vêtements qui sont peu ou jamais mis. Il y a aussi des sujets en termes de matériaux sur tout ce qui est électronique et numérique. Alors contrairement à une idée reçue, ce n'est pas forcément des secteurs qui consomment beaucoup d'électricité par exemple, mais par contre la fabrication des matériaux, des écrans, de télévision, de smartphones, etc., ça consomme énormément de matériaux et du coup ça demande beaucoup d'énergie pour extraire ces matériaux. Puis il y a plein aussi d'industries qui dépendent aujourd'hui, qui sont faites à partir de produits pétroliers, donc tout ce qui est cosmétique, chimie, plastique, où là aussi il y a vraiment besoin de baisser nos besoins. Et puis de développer des filières de recyclage en France. Aujourd'hui, on ne recycle pas grand-chose, à part quelques déchets cartonnés. Et à l'avenir, on sait que pour limiter l'extraction de ressources, et on y reviendra peut-être dans les débats, puisque c'est un sujet de forte actualité, de fort enjeu ici, avec cette mine de lithium en projet, pour limiter le besoin en matériaux, il y a besoin de recycler ces différents matériaux, notamment les métaux. Et puis quand même, au niveau de la consommation, un secteur aussi dont il faudrait débattre, c'est la question de la publicité, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on n'est pas du tout dans une société de type offre-demande, où simplement l'offre, les industriels, les commerces les grandes marques notamment, vont répondre aux besoins des gens, mais en fait c'est plutôt l'inverse, c'est la publicité notamment, qui va essayer de créer des besoins chez les gens en faisant croire, miroiter que tel objet matériel ou tel besoin matériel pourrait amener à être plus heureux, à avoir une meilleure vie, ce qui peut parfois être le cas, mais en tout cas ce qui mérite d'être questionné. En 2 mots sur l'agriculture, nous on n'a pas une position anti-élevage ou anti-viande. Par contre, assez clairement, quand on regarde tous les scénarios climatiques, il faut baisser notre consommation de viande dans un facteur 2 ou 3 d'ici 2050. Ça paraît beaucoup. En fait, ce qu'on rencontre quand on regarde les chiffres depuis à peu près 15 ans, c'est qu'on a déjà une baisse de consommation, notamment de la viande rouge et de la charcuterie. Alors, c'est pas évident que ce soit pour des raisons climatiques, c'est peut-être plutôt parce qu'il y a aussi beaucoup de travaux scientifiques qui ont été montrés pour l'impact sanitaire et les conséquences néfastes pour la santé de la surconsommation de viande rouge. Mais en tout cas, c'est une tendance qui existe. Nous, on est plutôt dans une position où on est opposé à l'industrialisation de l'élevage et notamment aux fermes-usines qui se développent de plus en plus en France, c'est-à-dire des élevages qui concentrent des dizaines de milliers ou des milliers selon le type d'animaux dans un endroit très restreint. Et puis, on parle beaucoup de la viande rouge. Pour la viande blanche, type poulet, volaille, il y a aussi une vraie question, alors pas vraiment d'émissions directes de gaz à effet de serre, mais plutôt de ce qu'on appelle la déforestation importée, c'est-à-dire que pour nourrir cette volaille en France, on importe énormément de soja notamment, qui vient d'Amazonie ou d'Asie du Sud-Est et qui est responsable directement d'une partie importante de la déforestation dans ces forêts très riches en biodiversité et très riches en capture de CO2. Donc c'est un vrai sujet de réduction de consommation aussi, dont on parle peut-être un peu moins, mais qu'il faudra traiter également. Il y a énormément, j'ai parlé de négawatts, mais ce n'est pas les seuls qui ont travaillé sur cette question de la consommation. Il y a l'ADEME qui a sorti des scénarios très intéressants l'an dernier, qui s'appelle Transition 2050, que je vous invite à regarder, où en fait ils ont comparé 4 scénarios de société. Le premier s'appelle Génération frugale, qui est vraiment basé sur un développement, sur une sobriété intense, presque contrainte. Alors contrainte, ça ne veut pas dire imposée, ça peut être choisi collectivement, ça peut être issu du débat démocratique, de prendre conscience qu'on a besoin de limiter nos usages. Si demain on décide de limiter
la vitesse sur autoroute à 110 km/h. Ça peut être soit fait parce que c'est imposé par un gouvernement qui l'a décidé, soit ça peut être décidé collectivement si c'est fait de façon démocratique. Voilà, donc c'est vraiment aussi un des enjeux de la façon dont on va réussir cette transition. Le deuxième scénario, il est plutôt basé sur les territoires, c'est-à-dire il s'appelle coopération territoriale. L'idée, c'est de partir vraiment du local, d'essayer de faire des circuits plus courts, beaucoup basés aussi sur l'efficacité et la rénovation de tous les logements, plus d'entraide entre les personnes, donc c'est vraiment une vision différente de la société. Le troisième, il est plutôt basé justement sur des solutions technologiques et moins sur la réduction de la consommation, même si y en a un petit peu. Donc on va développer de l'hydrogène vert pour tous les usages, on va réussir à exploiter encore plus la biomasse pour en tirer plus d'énergie. Et puis le dernier, qui moi personnellement m'effraie assez beaucoup, il s'appelle Paris réparateur, et qui est l'idée qu'en fait on va continuer comme aujourd'hui à surconsommer, même à émettre les gaz à effet de serre, mais on va réussir à développer des technologies pour capter le CO2 à la sortie des usines, pour l'enfuir dans le sol, etc. Donc c'est des scénarios qui sont vraiment intéressants, je vous invite à aller voir, ils sont un peu caricaturaux, en tout cas ils montrent 4 visions de la société très différentes. Il faut probablement prendre une combinaison de plusieurs d'entre eux pour arriver à quelque chose de vraiment intéressant. En tout cas ça va faire partie du débat. Un mot quand même sur le lithium, parce qu'on va peut-être en parler après dans le débat. Aujourd'hui, en France, quand on regarde les scénarios de l'ADEME, justement, même ceux qui ont le plus de sobriété, donc qui réduisent au maximum, en tout cas selon l'ADEME, les besoins en lithium, donc ça, le lithium, à 95%, il en aura besoin pour les voitures électriques, enfin, en tout cas pour les véhicules électriques, pour les batteries des véhicules électriques, assez peu pour le reste au final, donc c'est vraiment la question de la mobilité, la décarbonation de la mobilité qui se joue dans le lithium. Et il en faudra en 2050 4 fois plus par an, 4 fois plus que ce qu'on en consomme aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui on a déjà 100% du lithium qui est importé, quasiment 100%, je ne suis pas sûr, mais en tout cas une grosse majorité du lithium qui est importé, donc il en faudra 4 fois plus. Donc ça pose vraiment une vraie question qui nous interroge à Greenpeace aussi parce qu'on est une organisation internationale, qui est un peu cette hypocrisie qu'on a en tant que société sur les matériaux, sur le fait qu'on a exporté notre pollution dans des pays loin de nous, des pays plus pauvres et surtout des pays moins regardants sur l'environnement, où il y a des normes environnementales qui sont parfois dramatiques. Donc voilà, c'est une question qui nous interroge en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pour tous les projets de mine, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, mais en tout cas c'est important d'en débattre, parce que ça fait partie aussi des solutions, enfin, des choses un peu comme voilà, les éoliennes ou les panneaux solaires qui font que notre consommation est visible, alors qu'avec les énergies fossiles, elle l'était peu. Donc ça fait partie des questions qui doivent être posées dans la société. Et je vais finir par un point qui me semble essentiel. C'est la question des inégalités de la répartition des richesses. Au niveau mondial, il faut savoir que si on prend les 10% les plus riches, dont en France beaucoup nous faisons partie, on est responsable de plus de la moitié des émissions, donc à seulement 10%, donc à seulement 800 millions de personnes, on est responsable de plus de la moitié des émissions de 8 milliards de personnes. Et les 1% les plus riches sont responsables de à peu près 15%. Et 15% des émissions, c'est 2 fois plus que ce que consomment les 50% les plus pauvres de la planète. Donc les 50% les plus pauvres de la planète, ils émettent seulement 7% des émissions mondiales. Donc ça, c'est vraiment un sujet essentiel. Cette question de répartition des richesses planétaires et monétaires sur notre planète, et en France aussi, puisque les membres du décile 10, donc les personnes les plus riches, émettent en général 2 à 3 fois plus, en moyenne 2 à 3 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Voilà, et puis la question de notre place, nous, en tant qu'individus, dans cette transition, quel rôle on doit avoir. Les gestes individuels, c'est nécessaire,
mais c'est loin d'être suffisant. Et une étude de Carbone 4 qui montre que les gestes individuels, vraiment, si vous êtes exemplaire, si vous mangez plus jamais de viande, ni de fromage, ni d'œufs, vous prenez plus jamais l'avion, vous déplacez qu'en vélo, etc., vous baissez vos émissions vous pouvez baisser les émissions de 25%, donc d'un quart. Sachant qu'il faut à peu près baisser nos émissions de 80% pour être dans les clous. Il y a 20% que vous pouvez faire en plus si vous êtes riche, c'est-à-dire vous rénovez votre maison, vous investissez, je ne sais plus exactement c'est quoi, mais vous pouvez faire 20% de plus, donc ça fait 45%. Et tout le reste, donc quasiment 60%, c'est des actions collectives. C'est comment le politique ou comment les individus regroupés vont décarboner leur industrie, vont décarboner le chauffage collectif s'il y en a un, etc. etc. Et sur cette démocratie, je trouve que on est en France à un niveau où la population est très peu impliquée dans la décision, la population comprend très mal les enjeux autour de l'énergie et pas que. Il y a une totale rupture entre la population et les politiques qui est quand même très inquiétante, à la fois pour la réussite de notre transition et pour limiter l'impact sur la planète, mais aussi face à des menaces comme la montée du fascisme. Pour autant, il y a quand même eu quelques expérimentations intéressantes, que ce soit au niveau national, avec la Convention citoyenne pour le climat, qui était un exercice démocratique intéressant, où 150 citoyens et citoyennes qui n'y connaissaient rien à la transition écologique, tirés au sort, ont pu être formés par des scientifiques, du GIEC, par des experts, etc., et qui sont aboutis à des propositions qui, honnêtement, nous, en tant qu'ONG qui travaille sur le sujet depuis longtemps, on était assez bluffés par le niveau d'ambition, notamment sur la sobriété. Alors évidemment, rien n'a été gardé, ou presque, mais c'est des exercices intéressants qui sont aussi en train d'être faits au niveau local, dans certains endroits, dans certains territoires. Donc il faut vraiment aller dans ce sens-là, mener ces expérimentations. On ne sera pas parfait du premier coup, mais vraiment c'est aussi un message qu'on va porter de faire ces exercices de démocratie locale, et je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Compte tenu des quelques années qui nous séparent, vous l'avez remarqué, ça fait pas beaucoup, hein. Merci Nicolas. Bravo. Mais vos propos n'auront que l'écho souhaité, etc., si vous, mesdames, messieurs, chers amis, sur ces questions que vous connaissez, comme les 150 qui ressortent, donnez votre point de vue ce soir, questionnez. Bref, la parole est à vous. Il y a un petit engin là, et un bras qui se lève là-bas. Bonjour. Il y en a un autre derrière. Moi, par rapport à tous ces problèmes-là, il y a une difficulté à laquelle je suis souvent confronté, et je trouve qu'on y est tous confrontés, c'est comment on arrive à faire le rapport entre le comportement individuel, ce qu'on est, et la masse des gens, parce que c'est la masse des gens qui a un effet sur les actions. Mais chacun peut avoir le sentiment que c'est pas lui qui va changer les choses. Or, si tout le monde change les choses, chaque individu compte beaucoup. Mais à cette condition-là, je ne sais pas comment on peut la résoudre. Bon, moi, je vais aborder que la question de la mobilité, enfin, c'est une partie importante. Avant d'argumenter, je peux vous poser ma question. Simplement dire que j'ai été militant syndical pendant quelques décennies. Maintenant, je suis plus militant politique. Et il y a quelques années, j'ai adhéré à Greenpeace, mais je suis un simple adhérent soutien. Et je n'ai pas d'activité pour Greenpeace localement, mais je reçois toutes les publications et c'est extrêmement éclairant. Voilà. Sur la question des transports, je suis déjà intervenu, il me semble, dans cette salle sur une autre conférence de l'atelier. Voilà, la mobilité dans notre bassin, moi, je pense. La mobilité dans notre bassin. Moi, j'habite dans une commune dortoir de la banlieue de Montluçon à l'ouest, là, et depuis quelques années, le maire que je ne citerai pas a outrageusement favorisé l'étalement urbain, et bien qu'il professe le contraire à la commune d'Aglo. Et donc, le matin ou le soir, il y a un défilé incessant de voitures, mais les gens ils font pas de mal, simplement les mamans et les papas notamment,
emmènent les enfants à l'école, alors qu'à une époque, il y avait des ramages scolaires. Autre exemple de choses qui ne vont pas et qui pourraient être facilement résolues, je l'ai déjà dit une autre fois, mais en tant que militant politique, on va fréquemment distribuer des tracts dans les entreprises. Ce qui me frappe, quand on va par exemple à Safran, à Doméra, on voit 5 à 600 personnes plus le matin, un par voiture, alors donc à 5 à 600 voitures qui vont, de gens qui vont au boulot. Alors que dans le temps, enfin, je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais il y avait des ramassages en car. En fait, ça paraît basique et simple, ça. Mais ça me fait penser à ce que disait mon prédécesseur, Étienne. C'est des comportements individuels qui génèrent la multiplication de ces transports, mais ça pourrait être résolu aussi par de simples décisions et mise en place de solutions, comment dire, transport en commun. Enfin, c'est très basique ce que je dis, mais simplement pour donner, pas d'espoir, mais si quand même un peu. Ça paraît, l'exposé que nous a fait le conférencier était extrêmement intéressant, mais un peu angoissant par moment, quand on sait ce qui peut se passer pour nos enfants et nos petits-enfants qui vivront dans une planète dégradée. Mais je pense qu'il y a des solutions extrêmement basiques, simples. Comment ? Politique, oui, d'accord. Mais les comportements individuels peuvent être changés, mais là, il faut user de beaucoup de persuasion. Mais il y a aussi des mesures qui peuvent être, pas de la coercition, en quelque sorte, des décisions collectives qui peuvent être prises pour commencer à entrer dans la transition énergétique. Oui, je pense au simple aspect des transports. Vous n'avez pas de réponse? Encore un, puis on arrive. Non, attendez. Non, j'avais demandé avant. Il faut se faire respecter. Bon, alors moi, je me présente pas, mais ça fait 25 ans que je milite à France Nature Environnement. Alors, quand on milite à France Nature Environnement, tout ce que le monsieur a dit, il y a longtemps que je le sais. Et que je le cite. Par exemple, l'autre jour, je suis allée à Clermont en train. Quand je l'ai dit à quelqu'un, on m'a dit « Ah bon, il y a des trains pour aller à Clermont ?» Oui, il y a des trains. Et quand on arrive à Clermont, il y a des cars qui nous emmènent, j'allais à Extingue à l'hôpital, qui nous ont emmenés en 5 minutes à l'hôpital. Je suis allée à Limoges le jour où je suis allée en train. C'est vrai que passer un temps, c'est pas facile, mais maintenant, vous prenez le train à Montluçon et vous allez à Limoges en train. J'y vais, il y a un train le matin, il y a un train le soir. Je vais voir un to-be sur Limoges, je prends rendez-vous pour 11h. Comme il y a un train qui revient à 18h, pas de souci. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas... je vois Codera et j'adhère aussi. C'est vrai que c'est pas évident. Aller à Paris en train, tout le monde me dit « Ah, tu vas à Paris en train ?» Oui. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, puisque maintenant, il n'y a plus de train direct. Il faut descendre à Bourges, mais heureusement sur le même quai. Hein. Mais si chacun ne fait pas l'effort, du coup, c'est le chat qui se mord la queue et personne ne prend le train. Et donc, de toute façon, il y aura de moins en moins dans des villes moyennes comme nous, de gens qui prendront le train. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait que ça reste comme ça, effectivement. Si je suis au Codera, c'est que je milite aussi pour que ça aille mieux. Mais il faut se dire, l'étalement urbain, est-ce qu'on a pensé qu'il fallait qu'on a je ne sais pas combien de logements en centre-ville, enfin je dis centre-ville, j'appelle centre-ville là autour, de maisons fermées, mais personne ne veut les acheter. Parce que c'est bien plus rigolo d'aller faire construire sur un terrain neuf. Et puis maintenant, les images que l'on voit, c'est avec une piscine. C'est vrai que si on n'a pas de piscine, on va mourir. Hein. Sauf que moi, je suis au comité de bassin de Grande-Bretagne depuis 7 ans. Et qu'au niveau de l'eau, vous allez voir ce qui va se passer la prochaine été. Je ne veux pas être une pessimiste, mais on va bien avoir de l'eau. On va certainement nous fermer l'eau à 20h, comme on a fait dans le Grand Guéret. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la Creuse est encore pire que nous au niveau de l'eau. Et il n'y a pas de... Donc, globalement, tout ce qu'on a dit, je suis bien sûr entièrement d'accord, mais quand le monsieur dit oui, mais si on est... Mais on n'est pas tout seul. Moi, il y a plein de gens qui sont avec nous, et on milite sans arrêt sur le développement et sur ça, sur les déchets surtout. Bon, donc, effectivement, il faut se prendre par la main, et comme on dit, c'est le petit colibri qui fait les grandes choses. Merci. On va s'en venir là, si vous voulez bien. Gérard, je te suggère une chose, quand tu filmeras la salle,
te déportera sur le côté. Sinon, dans la soirée, il y aura un torticolis là, parce qu'il cherche. Et c'est vrai qu'on écoute bien la question si on voit le visage. Alors, si tu peux filmer un peu là-bas, il y a 2 intervenants inscrits, on va rester sur les 3 premières pour ne pas s'éloigner des sujets traités. Oui, sur la première intervention, je partage le constat qu'il y a un sentiment d'impuissance important dans la population quand on regarde les sondages qui valent ce qu'ils valent. Hein, mais il y a quand même une majorité des gens qui sont prêts ou qui ressentent, ou qui disent qu'ils sont prêts à agir pour le climat notamment, pour l'environnement, et finalement beaucoup moins qui passent à l'acte, ou en tout cas sur des mesures qui sont pas forcément à la hauteur. Et moi, j'ai l'impression quand même que c'est un peu la conséquence aussi de l'individualisation de la société, où en fait on a un peu... mais c'est un peu lié à cette question d'urbanisation, c'est-à-dire en cassant les centres-villes, en éloignant les lieux de rencontre, etc. En chacun dans une maison individuelle, etc. On a un peu isolé chacun en tant qu'individu, ce qui a des avantages mais aussi des inconvénients. Et ça se voit quand même assez bien sur la question syndicale, où on avait il y a 50 ans des syndicats très très puissants, très très impactants politiquement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, aussi parce que la désindustrialisation a enlevé ces bastions très forts d'emploi et d'attachement à une entreprise ou à une usine, au profit plutôt d'emplois tertiaires, aussi un peu plus centrés sur l'individu. Donc, je pense que c'est un sujet, je ne sais pas comment le traiter, à part inviter tout un chacun, comme vous le faites d'ailleurs dans ces rencontres, à discuter, à s'engager aussi. D'ailleurs, pour le deuxième intervenant, non, vous n'êtes pas un simple soutien ou un adhérent, vous êtes un des maillons essentiels de Greenpeace, qui, beaucoup de gens l'ignorent, mais on est financé uniquement par nos 230 000 adhérents. On a 0 subvention publique ou d'entreprise. Donc pour nous, c'est justement grâce aux gens qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait. Mais clairement, en fait, quand on regarde la France d'il y a 50 ans, alors c'est pas, j'y étais pas déjà, vous connaissez probablement mieux que moi, mais quand on regarde les services publics, ou en tout cas les services de transport qui étaient disponibles avec les bus scolaires, avec les petites gares qui étaient beaucoup plus nombreuses, qui ont aujourd'hui disparu, en fait se pose quand même une question un peu importante qui est, on est censé avoir progressé en tant que pays, on s'est enrichi, etc. Et pour autant, ces services qui peuvent paraître essentiels ont disparu. Une grosse partie, quand on discute avec des élus locaux notamment, des raisons pour lesquelles ils autorisent cette expansion urbaine, cette artificialisation des sols, c'est la question financière des petites collectivités. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de budget et en fait c'est un peu une obligation, je ne dirais pas ça, mais en tout cas c'est beaucoup plus difficile de refuser cette manne financière pour... voilà. Vous en parlerez peut-être mieux que moi, mais... et puis il y a aussi un peu comme la voiture individuelle, finalement on nous a vendu ce rêve du pavillon individuel avec un chien et 2 enfants, comme on nous a vendu qu'il fallait avoir une voiture pour être heureux. Il y a quelque chose à déconstruire qui existe en partie dans ma génération et celle d'en dessous, mais qui n'est pas majoritaire non plus. Donc il y a encore un long chemin à faire et toute la question qu'on se pose, c'est, on n'a pas de réponse très clairement là-dessus, c'est comment on casse cette je sais pas, c'est une illusion, mais en tout cas ce besoin qui a été créé et qui n'est pas forcément une fin en soi. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, faut pas que je m'entrave dans le... Oui, pour résumer tout ça, en fait, il y a un film qui est sorti à peu près il y a 6 mois, 1 an, qui s'appelle Animal, un des grands scientifiques, et c'est juste pour le dire, si vous voulez le voir, qui est très intéressant, qui résume un peu tout ce que vous disiez. Voilà. Et juste pour vous dire une chose, c'est que il faut savoir que 1% de la population mondiale, qui est plus riche, possède 50% des richesses. C'est ça, vous avez
tout dit, on verra. Pour résumer. Bonjour, alors moi j'ai une petite question. Tout à l'heure vous nous avez dit que si on était tous très vertueux, très attentifs à nos actes, on arrivait à diminuer de 25%. Comment on fait pour les 75% restants? Quelles possibilités y a-t-il? Parce que moi, en tant que citoyenne, j'adorerais prendre le train dans mes déplacements, comme madame. Le fait est, c'est que je regarde aussi mon porte-monnaie. Et quand un trajet me coûte 2 fois le prix de mon trajet en voiture, eh ben, je prends quelqu'un en blablacar et j'y vais avec mon diesel. Je suis désolée. Quant à la viande rouge, dans ma catégorie, il y a longtemps qu'on n'en met pas tellement dans nos assiettes. Oui, donc un problème complexe, je pense que personnellement, il y a deux, trois points qui retiennent mon attention. Peut-être parce que il y a des leviers psychologiques aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui dépriment actuellement, on en parle beaucoup, on en connaît tous dans nos environnements, des gens qui se disent c'est foutu, il y a trop à faire pour pouvoir sauver la planète, se sauver, et aller vers une société plus humaine, plus juste, plus propre. C'est pour ça qu'il me semble qu'il y a un levier qui est quand même important, c'est la démocratie locale. Ah oui, mon menton. Oui, la démocratie locale. Voilà, la démocratie locale parce qu'on est à une échelle où les gens se connaissent, où le pouvoir est visible. Je parle que déjà le premier échelon, ça serait peut-être de reprendre la parole, de reprendre le pouvoir, de croire davantage dans le pouvoir de chaque individu pour créer du collectif, justement, du collectif de pensée, d'avancer des propositions et de s'appuyer sur toutes ces petites choses, tous ces petits réseaux qui existent déjà et qui comment dire, ce qui est planté, il faut le faire pousser, il faut le faire savoir, il faut le dire. Il y a des choses qui sont à préserver. Il y a que ce soit dans la nature, dans les modes de relation. Ça me paraît extrêmement important parce que les petites victoires sur place, sur le terrain, elles ne font pas grand bruit, mais il n'empêche qu'elles permettent à d'autres d'avancer. Un exemple, par exemple, il y a des gens qui se battent contre... ça m'embête, je regardais s'il était là, il n'est pas là, mais il disait par exemple, quand il y a un projet de mine qui se met en place, c'est compliqué, on se dit c'est mort, c'est foutu d'avance, c'est trop gros, on a trop gros en face de soi. Et puis, il y a des arguments qui s'avancent, qui sont étayés, qui sont renseignés, précis, divers. Puis petit à petit, les gens qui étaient pour commencent à se poser des questions. Puis petit à petit, par un système de grignotage, de mauvaises informations, de publicité, il y a des changements de position qui se font. Et je crois que ça, c'est intéressant parce que c'est près de chez soi, on peut intervenir, on peut être au courant et diffuser l'information. Il y a une chose aussi que vous avez un petit peu évoqué, mais il y avait tellement de points qui me semblent importants aujourd'hui parce qu'il me semble que ça commence à ronchonner quand même un peu quand on est dans des endroits où on se retrouve à faire des démarches et où tout est dématérialisé, où il n'y a plus de palpable, où on n'a plus de service public. Vous déménagez, ça vous coûte 30 € pour aller changer la carte grise. Avant, il y avait des services publics. Et je pense qu'il faudrait aussi réactiver la mémoire, mais ça, c'est dans les discussions. C'est toujours des lieux comme ça, des voisinages. Réactiver la mémoire, peut-être, de tous les services publics qu'on a eus et qui sont à remettre en place. Il y a la santé, l'éducation, même l'administration. On en a besoin et c'est ce qui fait le lien et qui met les gens un peu plus dans un système, sinon égalitaire, du moins équitable. Et ça, c'est important et c'est pas inéluctable. Peut-être qu'il faut qu'on essaie de reprendre tout ça. Voilà, donc démocratie locale et remettre de l'humain dans les rapports. Oui, alors, je suis bien d'accord qu'il faut qu'individuellement et collectivement, on fasse des efforts. Mais attention de ne pas culpabiliser les gens. À savoir,
quand il y a un G8 et qu'on dénombre 600 jets privés, des avions, des paquebots, enfin, ça a été dit, 1% des plus riches polluent beaucoup plus que tout le reste. Donc il faut faire attention, parce que si on culpabilise les gens, je crois qu'ils vont rejeter un certain nombre de choses. Et c'est pas bon. Maintenant, sur la voiture électrique, je me pose beaucoup de questions. On nous dit de faire des économies d'énergie et d'électricité, puis on nous parle de la voiture électrique. Alors, la voiture électrique, elle ne pollue pas pendant qu'elle roule, on est d'accord. Mais elle pollue avant, et elle pollue pour sa destruction. Mais ça, personne n'en parle. Alors, c'est mon point de vue. Tout le monde n'est pas forcé de partager. Mais je pense que c'est une escroquerie magistrale qu'on est en train aujourd'hui, les pubs à la télé, voitures électriques, et vas-y. Moi, je crois qu'il faut bien réfléchir avant. Maintenant, sur le lithium, je me pose aussi une question. Est-ce qu'on en a besoin? Vous avez répondu que oui. Bien. Pour les voitures électriques. Oui, et puis pour les petits bazars qu'on a dans la poche, et qui sonnent quand on n'en a pas envie que ça sonne, etc. Il y en a dedans. Hein. Donc, on en a besoin. Alors, on a une mine en France. Après, je ne dis pas que je suis pour, je me pose des questions. On a une mine échassière, soi-disant, il peut y avoir une mine échassière, etc., etc. Mais on parle de pollution. Alors peut-être qu'il y a une exploitation qui permet de moins polluer. Ok. Mais alors on préfère polluer au Chili, en Afrique, parce que pour les batteries, moi j'ai vu des vidéos, c'est des petits gamins de 8 ans qui grattent dans la terre en Afrique. Cobalt. Ouais, ou le cobalt, bon, ouais. C'est les terres rares qui rentrent dans la composition d'une batterie. Moi, je ne suis pas un chimiste, bon, bref, je sais qu'il y a tout ça. Alors voilà, sur cette question de lithium, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir, parce que moi, je veux bien qu'on exporte la pollution, comme vous l'avez dit, mais bon, hein, c'est un peu de l'égoïsme. Allez, au suivant. Il est là. Il est là. Ouais, ce que je retiens, c'est de différentes interventions. Au moins, les premières, c'est les deux questions essentielles, la répartition des richesses et la répartition du pouvoir. Avec effectivement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, une répartition des richesses qui est absolument, je pense, insupportable pour beaucoup d'individus. On l'a vu, et c'est une des raisons, je pense, du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne comprennent pas pourquoi on leur demande ça quand il y a des gens à côté à qui on ne demande rien, en tout cas c'est le sentiment qu'ils ont. Et je pense que c'est une des questions centrales de la transition, c'est-à-dire qu'on ne réussira pas notre transition si on n'implique pas les citoyens, qu'on n'embarque pas les citoyens pour les faire comprendre, mais aussi pour leur faire envier cette transition, parce qu'elle peut être envieuse. Moi je suis convaincu que si on change notre société, justement, elle peut être plus humaine, plus juste, mieux équilibrée. C'est un sacré défi vu le temps imparti, mais je pense que ce qui se passe aussi, il y a un peu des symptômes d'un système qui est à bout de souffle, un système économique, un système démocratique qui est un peu en perdition, et il y a de l'espoir. Il y a aussi potentiellement des craintes, comme je disais, avec la montée du fascisme dans beaucoup de pays européens, et nous, où il est aussi aux portes. Sur la répartition des richesses, nous on porte des mesures type ISF climatique, c'est-à-dire rétablir un ISF qui soit conditionné sur les émissions de CO2 des produits financiers, et puis la taxation des super-profits des grandes entreprises qui s'enrichissent pendant la crise, pendant que tout le monde se serre la ceinture. Sur la culpabilisation des individus, je suis totalement d'accord, il ne faut absolument pas culpabiliser les individus, c'est le plus contre-productif qu'on peut faire. Et c'est aussi le message de dire qu'on peut baisser nos 25% par nos gestes, mais c'est pas suffisant. Donc, tous ceux qui veulent le faire, et il faut qu'on soit le plus possible à faire des gestes individuels, faisons-le, mais ne vous sentez pas culpabilisé si vous mangez de la viande, si vous prenez l'avion ou vous avez une voiture. Si vous pouvez limiter, faites-le, mais vraiment, ne vous sentez pas coupable. Par contre, si vous avez envie d'agir,
je pense qu'il vaut mieux agir collectivement, il vaut mieux justement faire du lien, se réunir, essayer d'influer notamment sur la politique locale, parce qu'effectivement, au niveau national, il y a une déconnexion totale, et aujourd'hui, on se sent en tant que citoyen impuissant face aux décisions qui sont prises, et ce système qui est à bout de souffle pourrait aboutir sur justement une renaissance sur les territoires. Alors ce sera compliqué, ce sera fastidieux et ce sera probablement pas suffisant, mais ça peut être une brèche qui émerge et qui fait changer un système plus global. Pour aller sur une note d'espoir, il y a des changements technologiques mais aussi sociétaux qui peuvent aller très vite, qui peuvent se faire en quelques années. Il y a une théorie mais qui est en fait un peu fausse sur un seuil à 3%. En fait le seuil n'est pas très bon, mais en tout cas il ne faut pas qu'on soit 50% à agir pour que ça change. Il y a un seuil qui est difficile à établir, mais qui fait qu'une société peut basculer quand suffisamment de gens se mettent ensemble et agissent. Donc ça, c'est un message un peu plus d'espoir. Et effectivement, il faut s'appuyer sur le tissu qui existe, que ce soit coopérative, d'associations, de gens qui s'entraident, etc. Sur la voiture électrique, moi je vous dis franchement, ce que j'entends, c'est que c'est mieux que la voiture thermique, dans le sens où il faut sortir des fossiles et on n'a pas le choix. Par contre, pour moi, ça vient à la fin. C'est-à-dire, comme j'ai dit, il faut d'abord réduire l'usage de la voiture en général, en développant les transports en commun, en refaisant un réseau ferroviaire, en développant des infrastructures cyclables pour les endroits où c'est adapté, en faisant des voitures plus petites aussi pour que ça consomme moins de lithium. Mais voilà, aujourd'hui, si on est un peu réaliste, on a du mal à avoir un scénario auquel on aurait un nombre vraiment très faible de voitures dans 28 ans. Donc oui, il se pose des questions sur la phase amont, notamment les mines, où c'est effectivement très polluant, notamment parce qu'on exporte ça comme dans des pays où ils sont moins regardants. Dans la phase aval, il y a vraiment possibilité de mettre en place des filières de recyclage qui justement limitent la pollution. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais il faudrait le faire. Mais voilà, moi, si vous me dites demain on fait un monde sans voiture électrique et sans voiture tout court et tout le monde arrive à se déplacer autant, bah, je le signe tout de suite, mais j'ai du mal à y croire malheureusement. Vous avez, si je vous ai bien entendu, vous avez bien dit si 50% d'entre nous s'y mettons, on peut y arriver. À faire évoluer les choses, etc. C'est très énergique, ça. Hein. On est au cœur de l'énergie, là. Hein. C'est la meilleure de toutes, celle-là. C'est l'énergie humaine qui fait changer toutes les autres. Excusez-moi de cette alerte. Alors moi, vous avez répondu en fait après la question que je voulais poser, parce que je vais rebondir sur la dernière intervention de monsieur. C'était concernant justement le projet de mine de lithium à Échassières, qui est lié effectivement à l'idée de produire plus de voitures électriques. Donc vous avez un peu répondu à la question, en gros c'est préférable plutôt que la voiture thermique, même si l'idée c'est qu'il y ait d'autres solutions de transport en commun notamment par exemple. Et du coup je voulais connaître la position de Greenpeace sur ce projet de mine à Échassières, notamment on regarde peut-être des études qui vont être faites, qui ont été faites sur les risques environnementaux, sur la consommation d'eau, notamment, parce qu'il en a été question, etc. Donc, quelle est votre position, en sachant que, bien sûr, l'idée n'est pas de faire ça ailleurs, mais est-ce que vraiment par rapport à comment a commencé la conférence, partir des besoins, quels besoins vraiment on a, et du coup, quelles sont les nécessités et quels risques on va prendre pour combler ces besoins. Combien de lithium là? Oui, je voudrais parler de mobilité. Alors c'est vrai qu'on peut aller à Limoges, madame de Montluçon. C'est vrai qu'on peut aller à Paris. C'est vrai qu'on peut aller à Clermont. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'y va pas toujours à la même heure. Et puis, il faudrait sans doute beaucoup plus de trains. Si dans le cadre de la transition écologique, le transport ferroviaire n'arrive pas à se faire une place prépondérante, il ne le sera jamais. J'en veux pour preuve les crédits qui sont attribués par l'État sur la seule infrastructure ferroviaire en France, 2,8 milliards par an pendant 10 ans. En Allemagne, 13,6 milliards
pour la seule année 2022. L'Italie, 9 milliards par an. Donc le problème, il est politique. Alors nous disons, nous au Codirail, alors bien sûr, vous allez lever les yeux au ciel, mais il faut rouvrir les lignes. Il faut rouvrir Bordeaux-Lyon. Il faut rouvrir Montluçon-Ussel, de la manière à relier la Bourboule, le Mont-d'Or, Évaux-les-Bains, Néry et toutes les stations thermales. Avec Paris, c'était le chemin le plus court. Il faut rouvrir Montluçon-Moulins. Tous les sites qui parlent du ferroviaire, qui un peu spécialistes, disent l'importance de relier les préfectures et les sous-préfectures. C'est tout à fait primordial. Il est absolument indispensable de rouvrir les lignes et de moderniser celles qui sont encore en vie. On n'arrivera pas sinon. Les transports, c'est un petit peu plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les trafics fret, ils représentent à peu près 9%. 9%, c'est vraiment insuffisant. Mais comment faire? Vous savez que la SNCF s'est dépêchée, avec l'aval de l'État, à supprimer les installations qui permettaient de relier les zones industrielles au rail. Il y a encore des voies qui passent près des entreprises, près des usines, qui ne sont pas utilisées. Et on trouve même des collectivités territoriales qui veulent acheter ces terrains à bas prix, la SNCF les décontaminant, pour en faire je ne sais quoi. Il faut arrêter ce massacre. Le transport ferroviaire, il est utile et il faut qu'il soit quand même aussi attrayant à la condition qu'on n'ait pas des temps de trajet qui soient supérieurs à ce qu'on connaissait il y a 30 ans. Oui, moi je voudrais revenir sur le lithium et les voitures électriques. Donc le projet à Échassières, le groupe dit on sera capable de produire du lithium pour faire 750 000 batteries par an pendant au minimum 25 ans. Donc en supposant qu'il y ait tout le reste qui va aller avec le lithium, ça veut dire que ça fait un paquet de voitures électriques, ça veut dire qu'on remplace le parc de voitures classiques par ça. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'électricité au niveau du nucléaire? Donc ça veut dire qu'on ne va pas diminuer le nucléaire, quoi. On n'y arrivera pas. Voilà. L'autre problème qui apparaît sur le lithium à Échassières, c'est le problème de l'eau. Et ils sont incapables, ou ils ne veulent pas dire ce qu'ils vont faire en matière de forage pour trouver l'eau. Donc là, ils sont en train de rechercher à des très grandes profondeurs. On est dans le secteur en problème d'eau. On était en zone rouge jusqu'au 1er novembre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau. Donc du coup, si on lit dans les différentes proses qu'il faut à peu près 3 mètres cubes d'eau pour 1 mètre cube de gravat, vu le nombre de millions de mètres cubes qui vont sortir, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la flotte, quoi? Sans parler de pollution éventuelle, puisqu'ils vont réinjecter le caillou en poudre dans le sol, et du coup il y aura des infiltrations, et même s'il n'y a pas de produits chimiques, il va y avoir des métaux lourds qui vont se répandre dans les sols, dans les puits. Ça va quand même générer des fortes nuisances. Et moi j'aurais aimé parler aussi de l'élevage, autre sujet, mais du coup je me pose toujours la question, quand on dit il faut diminuer la consommation de viande rouge, je ne suis pas pro élevage bovin, hein, moi je fais des légumes, mais je me dis que dans nos régions, j'ai du mal à voir comment un élevage de bovins qui va à l'herbe serait plus dangereux, entre guillemets, au niveau du climat, que les grands élevages de poulets ou les grands élevages de porcs, qui eux fournissent de la viande blanche. Donc du coup, je me pose des questions par rapport à ça. Oui, sur le projet de mine à Échassières.
deux choses. Une chose un peu plus générale, c'est que clairement, comme je l'ai dit, on a cette hypocrisie aujourd'hui dans le monde occidental en général de exporter notre pollution sur ce sujet, sur d'autres, hein, sur l'industrie aussi, qui, d'un point de vue moral, est pour moi en tout cas assez inacceptable. Pour autant, forcément, à chaque fois qu'il y a un projet qui va être près de son territoire, on n'a pas envie, et ça se comprend parce qu'on est inquiet et il y a des pollutions qui sont générées, et surtout avec ces différents groupes industriels, on est habitué à ce qu'entre les promesses et la réalité, il y ait beaucoup de différences. Donc c'est un problème difficile. Pour être très clair, c'est un problème qu'on est en train de travailler, que je suis en train de travailler. Je n'ai pas encore étudié ce projet en détail parce que pour l'instant, je m'intéresse surtout à la question internationale et justement à cette question de la justice avec les autres pays où Greenpeace est présent. Mais je vais m'y mettre à la suite. Voilà, la question c'est est-ce qu'il faut être contre ce type de projet? Je parle pour Greenpeace, donc là c'est la question qu'on se pose et je vous le dis de façon transparente, ou est-ce qu'il faut être pour, mais avec des conditions très strictes et très strictes dans la réglementation et très strictes dans le respect derrière. Voilà, c'est les questions qu'on se pose en ce moment, et surtout quelles sont ces conditions, parce que toute mine, toute installation industrielle, etc., et on a intérêt à relocaliser une partie de notre industrie à l'avenir pour ces raisons-là et pour limiter les émissions au niveau mondial, a un impact, pollue, et du coup c'est qu'est-ce qui est acceptable ou non. Et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Sur l'électricité des voitures électriques, alors c'est un peu compliqué. En fait, les voitures électriques ne consomment pas tant d'électricité que ça. Comme je disais, comme c'est une meilleure efficacité que le pétrole avec les voitures thermiques, ça fait que les besoins ne sont pas énormes. C'est une augmentation de 10% de la consommation d'électricité d'ici 2050 à peu près en ordre de grandeur. Et si on fait des progrès en parallèle sur la rénovation des logements, etc., ça peut être largement comblé. Et si on a une politique de sobriété, les scénarios qui vont vers le 100% renouvelable prennent en compte ça et ça fonctionne. Et quand même, justement, une des inquiétudes et qui est en train de se passer dans beaucoup de pays, en Norvège, au Royaume-Uni notamment, c'est qu'effectivement la voiture électrique arrive très vite, beaucoup plus vite que toutes les prévisions, ce qui fait que justement, nous, le débat qu'on va avoir sur la sobriété, etc., on a peur qu'il n'arrive pas et qu'on n'arrive pas à le porter dans le débat public parce que les industriels se sont rués sur la voiture électrique comme potentielle opportunité économique importante et ça pourrait aller beaucoup plus vite que prévu. Ce qui, d'un point de vue d'électricité, veut dire qu'on aura probablement besoin de plus d'électricité que prévu d'ici à 2030, etc. Et d'ici là, il n'y a que les renouvelables qui peuvent y répondre, puisque construire un réacteur nucléaire, ça prend au moins 15 ans. Voilà. À ce jour, je ne pense pas que plus de voitures électriques, ça veut dire forcément plus de nucléaire, si on fait de la sobriété à côté, etc. Mais voilà, sur le problème de l'eau, oui, ça va être un des enjeux de ce siècle, c'est l'eau douce. On le voit cet été dernier, et cet été, je pense que ce sera probablement encore pire. Voilà, ça va probablement être bien pire que les prévisions qui ont été faites sur le sujet depuis longtemps, donc c'est vraiment un sujet d'inquiétude aussi. Sur le transport ferroviaire, je suis totalement d'accord. Moi, je pense que le ferroviaire, ça va être le squelette de la mobilité durable. Il faut réouvrir les lignes, relier toutes les villes moyennes, entre guillemets, sous-préf, préfecture, le plus possible. C'est beaucoup plus important que les LGV, les TGV dont on parle beaucoup trop et qui ont plus des impacts qui sont parfois sur certains projets discutables. Parce que en fait, quand on regarde les statistiques, les TGV c'est aussi plutôt quelque chose de riche et d'urbain, de métropole même, et ça concerne assez peu la majorité des Français. C'est pareil pour les trains de nuit par exemple, où quand on regarde l'écart des trains de nuit il y a 30 ans ou 20 ans, c'est hallucinant de voir où on en est aujourd'hui. Le fret, pareil, il y a tellement à faire là-dessus. Et le financement, bien sûr, c'est un des enjeux clés. C'est vrai sur le ferroviaire, c'est vrai aussi sur les infrastructures vélo. Et en fait,
non seulement on met pas beaucoup sur le ferroviaire, mais on met des montants hallucinants sur le routier, sur les infrastructures routières, qu'on ne se rend pas compte, qui ne sont pas publiques, parce que chaque collectivité paye pour rénover les routes, etc. Et on ne fait pas vraiment de bilan au niveau national de combien ça coûte, mais c'est absolument hallucinant. Et pour finir sur l'élevage, en fait, c'est juste que les bovins rotent du méthane, et c'est ça qui émet énormément de gaz à effet de serre. C'est le pire gaz à effet de serre commun, c'est beaucoup pire que le CO2. Et ça a des conséquences à court terme, il s'épuise au fil du temps, mais à court terme, c'est un gaz très très néfaste. Alors il y a des gens qui imaginent de mettre des masques aux vaches, de rajouter des implants intérieurs. Voilà, je ne sais pas que ces solutions basées uniquement sur la technologie vont donner, mais ça peut limiter, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a une vraie question. Après, effectivement, en termes d'élevage français de taille modeste qui va dans l'herbe, etc., c'est pas du tout la même chose que l'élevage industriel. Et surtout, dans le point de vue d'une agriculture plus durable, de transformation, on sait qu'il y a certains intrants qui peuvent être utilisés grâce à des déjections de bovins notamment ou autres. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, à Greenpeace, on n'est pas pour la disparition de l'élevage en France, que ce soit du viande rouge ou viande blanche, mais plutôt pour une réduction du cheptel et surtout la fermeture des fermes-usines, et en tout cas un moratoire sur les fermes-usines. Une seconde, s'il vous plaît. Quand nous avons décidé de tenir cette rencontre, je me tourne vers tous les animateurs qui sont dans la salle, on s'est beaucoup interrogé. On a dit, tiens, on va aller faire cette rencontre dans la région des Chassières. Et puis, nous n'avions pas sans doute tous les moyens nécessaires. La réflexion nous a conduits ici. Mais à ce stade, et au nom de mes collègues, je me permets de dire ceci. Il y a quelqu'un dans la salle là, qui tourne, ne serait-ce que par une proximité géographique autour du projet des Chassières. Oui. Alors moi j'ai une Non, j'ai pas dit que tu parles. J'ai dit que tu lèves la main. Vous êtes de la part. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, ouais, parfait. Pourquoi je vous dis ça? Vous reviendriez. Quand vous avez fini l'étude, vous reviendriez. D'ici là, Coffin se sera occupé des liaisons ferrées, ça ira mieux. Nous pouvons, avant l'été, à l'automne, venez aux réunions de travail de l'atelier, nous en parlerons. Nous pourrions, mais là nous ferons confiance aux gens qui sont sur le terrain, organiser à Chassières, à Louroux, au sommet de la Bosse dans le parquet, où vous voudrez si vous voulez. Mais on est prêt à mettre nos tout petits moyens, ils sont surtout humains, à faire que cette rencontre elle soit là-bas, avec Greenpeace ou quelqu'un d'autre, mais pour en parler. Parce que le propre de ce projet, ça manque une chose, c'est que nous ayons toutes les informations en main, ce qui est loin d'être le cas. Attendez, nous avons pour habitude de ne pas donner tout de suite 2 fois la parole aux mêmes intervenants pour que tout le monde puisse intervenir. Est-ce qu'il y a des gens inscrits qui ne sont pas intervenus encore? Oui, s'il vous plaît. Moi, je reviens toujours sur le même sujet, au sujet du ferroviaire. Je voudrais impérativement s'adresser au ministre des Transports afin d'améliorer toutes les lignes existantes SNCF et puis mettre tous les camions sur le rail et faire développer le fret. Exact. Oui. Exact. Je ne mets pas en voie ta proposition parce qu'on serait tous d'accord. Oui. À certains endroits, on fait des voies vertes. Et moi, je ne suis pas d'accord pour les voies vertes. Qu'on améliore carrément la ligne SNCF et puis qu'on mette le fret. Un autre personne devant toi, je crois. Oh ben là, je sais pas où me mettre. Alors, 1, 2, 3. Ah oui, le lithium, si vous voulez le savoir, mais tant pis. Hein. C'est important. Oui. Donc, C'est important que cette dame en parle. C'est important que cette dame en parle. Voilà. Donc, moi, je voudrais parler d'un livre qui s'appelle Effondrement de Jared Diamond, et qui est extrêmement intéressant et qui a étudié une dizaine de civilisations qui ont disparu et pourquoi elles ont disparu. Et en général, il y a 2 critères qui reviennent souvent, à savoir une crise écologique
et le comportement des élites. Je vais prendre deux exemples, alors je peux me mélanger, mais par exemple sur l'île de Pâques, il y avait différents chefs qui voulaient faire des plus grosses statues que les autres. Et donc pour faire des statues, il faut mettre des pierres sur des bouts de bois, enfin des grosses pierres sur les bouts de bois pour les transformer. C'est-à-dire qu'à force, ils ont complètement déforesté l'île de Pâques. Et il n'y avait même plus de quoi faire un canoë pour aller pêcher aux alentours. Et la civilisation, enfin il y en a qui sont restés, mais en grande partie a disparu. Et par exemple, pour les Vikings du Groenland, ils ont refusé de voir comment les Inuits vivaient. Et la pression religieuse et des élites était extrêmement importante. Et par bateau, au lieu d'apporter la nourriture, parce qu'ils finissaient par tous mourir de faim, mais enfin, ils ont quand même tenu 200 ou 300 ans, mais ils faisaient venir des tableaux pour les églises, des chandeliers, etc. Et ils ont pratiquement tous disparu. On pense que quelques-uns seulement ont réussi à partir en bateau. Hein, donc, je prends quelques exemples comme ça, mais... c'est vrai qu'il ne faut pas que ça nous déculpabilise complètement, mais je veux dire, le comportement des élites, il est quand même extrêmement important. J'ai juste une annonce à faire. Oui, c'est juste une annonce. Vous parliez des chassières. Stop Mine et d'autres amis autour organisent lundi 6 à la salle des fêtes des chassières une soirée film de François Derouet suivi d'un débat. C'est à 18h30, lundi 6 à Échassières. Très bien. Bonjour, c'est bon? Vas-y. Oui. Je voulais parler des économies, en fait, de carburant. Et il y a un système qui est, enfin, c'est un kit d'une société qui s'appelle Ecolo, mais il y a d'autres sociétés, et qui s'installe sur les véhicules thermiques, qui permet d'économiser du carburant en injectant de la vapeur d'eau. C'est tout simple, mais ça fonctionne. Et puis moi, je pense qu'il faudrait aussi aller vraiment vers la géothermie plutôt que sur les pompes à chaleur qu'on connaît souvent. Voilà. C'est donc au sujet de la voiture électrique. Effectivement, il y a le problème de l'énergie, mais il y en a quand même d'autres qu'il ne faudrait pas passer sous silence. J'ai lu le livre de François Pietri qui dit « La voiture électrique, ils sont devenus fous ». Donc, on va parler des batteries. La batterie est très lourde, donc usure des pneus. Ensuite, il y a le problème du recyclage. Et là, pour l'instant, c'est silence radio. Une batterie qui prend l'eau s'enflamme, voire explose. Si vous avez un accident et que la batterie commence à brûler, les pompiers n'interviendront pas. Ensuite, il faut allonger le temps pour se déplacer sur une longue distance, parce qu'il va falloir recharger la batterie à un moment ou à un autre. Il y a 20 prestataires sur tout le territoire français. Si vous avez un abonnement avec Allego, par exemple, puisque c'est Carrefour, ils sont en train d'installer des bornes, eh bien, si vous avez un abonnement avec, vous allez arriver à une borne à Clermont, ben, ce prestataire-là, c'est pas celui-ci, c'en est un autre. Il faut quand même en tenir compte. J'ai mon petit-fils qui est à Paris, qui a loué une voiture, et pour se déplacer, bien sûr, au bout d'1 heure, 2 heures de déplacement, il fallait recharger. Donc avec l'application, il s'arrête à la borne la plus proche. Oui, mais il y a quelqu'un. Donc il attend. Il attend 3 heures avant que la personne vienne récupérer son véhicule. Lui, il a chargé 1 heure. Inutile de dire qu'il a raté son rendez-vous. Il faut en tenir compte, c'est quand même un gros inconvénient, il me semble. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, voilà. J'ai tout dit. Qui après?
batteries, où elles sont recyclées? Où ça? Est-ce que vous êtes au courant? En Chez Aérastyle. Parce qu'Aérastyle est en train de mourir au niveau de l'acier. Elles sont en train de se recycler. Je suis à la commission de sécurité, je siège à la commission de sécurité en tant que France Nature Environnement. Donc je peux vous dire qu'au mois de janvier, quand il y a eu la réunion, c'est pas rigolo. Parce qu'ils sont en train de chasser les gens qui habitent contre l'usine. Il y a des gens dans la rue Rochefoucauld, les maisons ont été adossées à ce ils sont en train de racheter les maisons. Vous lui Parce que plaverez. c'est très très compliqué. Ils sont classés maintenant Céveso au risque. Et ils travaillent avec Adiceo pour l'histoire du rejet de l'eau. Et ils polluent. Nous on est très on a fait des interventions là-dessus. Ils polluent tout avec les rejets d'eau qui sont pas bonnes. Et en plus, les gens qui travaillent là-dedans, c'est une honte. Et si l'histoire des batteries qui s'enflamment, je rejoins bien Madame Attard, quand vous avez Environnement Cycling qui a brûlé il y a 2 ans, au mois d'août, et que ça rebrûlait, c'était les batteries qui sont entassées derrière Environnement Cycling, effectivement, qui s'enflamment. Et c'est comme ça que maintenant, à force d'avoir fait le site, on a fait mettre des petites caméras thermiques pour que ça ne revienne pas. Et je vais vous dire quelque chose, et après je m'en irai, parce que je pense que ça dérange beaucoup de gens, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, j'assume. Mais pour Échassières, c'est le vice-président de France Nature Environnement, c'est Antoine Gatté, mon copain juriste, qui habite dans la Haute-Vienne, vers Saint-Yrieix, et je milite aussi à Stockline, donc je connais bien le truc, hein, et c'est lui qui s'occupe de ça au niveau national de France Nature Environnement. Il est remonté parce qu'il a dit que jamais on pouvait faire une mine propre. Alors on est d'accord qu'il ne faut pas aller chez les autres, mais essayons aussi de... Mais moi je suis la première à me servir de mon portable, et j'ai tort. Parce que on sait très bien, quand on a mis son ordinateur, on dit... Donc, il faut laisser parler les autres. À Échassières, Pierre Goldberg, quand vous parliez à un moment donné, vous n'écoutiez pas les autres. Et quand vous vouliez faire François Chambon-Char, maintenant il n'y a plus d'eau. Je m'en vais, mais j'ai dit ce que je pensais. Jamais je reviendrai. Allez, bonne nuit. Comme d'habitude, le parti communiste. Ah, c'est spécial à Montluçon, ouais. Bon, moi j'habitais à Échassières il y a encore 3 mois. Je sais ce qu'il a fait contre moi. Eh oh! Il a écrit à l'académie qu'il ne fallait pas me nommer à Montluçon, y compris quand on était. Et lui, quand il a appliqué 800 000 €. Remboursé par Madame Buffet. Comment elle s'appelle celle-là? Je sais pas. Moi j'habitais à Échassières il y a encore 3 mois. On est parti justement où on a appris qu'elle durait une mine. Ah, moi j'arrive plus à Et j'étais suivre. investi dans l'association Préservant la forêt des Colettes, qui est quand même très inquiète, parce qu'après la forêt des Colettes est en stress hydrique quasiment sur la totalité. Et creuser une mine à 750 mètres de profondeur, c'est forcément un impact, parce que par gravité, tout simplement, ça va puiser un certain nombre de sources qui sont autour de la carrière. Donc grosse inquiétude sur la forêt. Sur l'eau, il n'y a pas d'eau dans le coin. C'est la Sioule et c'est le Cher, les rivières les plus proches. Elles sont déjà en déficit dans les périodes d'étiage les plus basses. Les mines propres, Madame Pinault a raison, ça n'existe pas. Imeris annonce une mine propre, on recherche un procédé. Émilie, c'est ça, le procédé qu'ils sont en train de mettre au point? C'est le projet. C'est le projet, ça porte un autre nom, peu importe. Quand on broie du granit, on libère une quantité phénoménale de métaux lourds. De métaux pas lourds, mais de métaux toxiques. Ils vont récupérer le lithium. Le lithium, il est à 0,9% dans la roche. Ils annoncent 34 000 tonnes de lithium par an. Moi, j'ai fait un calcul. Dans 30 ans, il y aura 4500 km d'une galerie de 10 mètres de diamètre. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question? On a eu un séisme au printemps. Quel impact d'un séisme parce que le gisement est très réduit, il est très compact, très réduit. Le site géologique de la Bosse est connu de tous les géologues de France.
c'est un site particulier. Quand j'ai posé cette question-là aux gens d'Imeris, ils m'ont regardé avec des hurons, ils m'ont pas répondu. Je leur ai dit, est-ce que c'est vrai mon calcul, est-ce qu'il est vrai ou pas? Ils m'ont regardé sans répondre. Quand on leur a demandé d'où ils sortaient l'eau, ils nous ont dit, on ne sait pas, on étudie. Ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Il y a des rivières autour, c'est là qu'ils vont aller puiser. Et les eaux qui vont rejeter seront chargées de tous ces métaux qu'ils n'auront pas exploités, qui sont dans la roche, du radium, du barium, du tantal, tout ça est dans le granit. Le problème de... Moi, je ne suis pas contre... Le problème, c'est que ce sont les industriels qui se saisissent du sujet. C'est pas l'État, c'est les industriels. Pourquoi ils vont exploiter cette roche si tu vas extraire? Parce que les prix montent et qu'ils se sont rendus compte que maintenant, la concentration étant un peu plus élevée que celle dont on parlait avant, on parlait d'une concentration à 0,5, ils ont fait des sondages cet été, ils se rendent compte qu'elle est à 0,9. Ça commence à être intéressant financièrement. Et c'est uniquement ça le motif. C'est l'argent qu'ils vont gagner. Et de sobriété, on n'en entend jamais parler. Alors je voulais juste, je casse-pied, mais bon, c'est un sujet qui nous est tellement sensible. C'est vrai que je parlais de démocratie tout à l'heure, et ce que vient de dire Étienne, ça correspond vraiment à ça. Vous avez introduit votre présentation en parlant de transition énergétique, et j'ai tout de suite noté, à partir du moment où Imeris lance le projet soutenu par l'État, parce que c'est comme ça que ça a fonctionné. Il faut savoir qu'il y a eu des réunions cet été entre Imeris et les élus locaux, et que les élus locaux ont dû signer une clause de confidentialité quand même. Je veux dire, ça en dit long sur la démocratie judiciaire, ils nous amènent leurs experts. J'estime que nous, on est les experts par rapport à notre environnement quotidien. Et que c'est ça qu'il faut faire rentrer dans la tête des gens, qu'il faut arrêter de se faire avoir comme ça par toujours les mêmes qui font du toujours plus, parce que ça ne va pas retirer de mines dans les pays étrangers. Voire même au contraire, puisque pour les batteries, j'y connais rien, mais je suis quand même allée me renseigner un peu, il faut aussi du cobalt, un peu de nickel, etc. Or, du cobalt, il n'y en a pas en France. Il y a des... Donc voilà. Et quand on parle de transition énergétique, là, je trouve que le gouvernement français fait quelque chose qui est contre justement une bonne transition énergétique pour la majorité des gens, c'est-à-dire que tout de suite, il part, avant d'avoir parlé de sobriété, avant d'avoir essayé de relancer de la discussion entre les gens sur des moyens de communication, des moyens de transport plus sobres, il a tout de suite parlé du tout électrique. Et en faisant ça, il condamne des pays à décliner parce que, comme l'a dit Catherine avant, effectivement, là, au niveau de l'eau, ça va être une catastrophe, et pas seulement au moment où ça va se passer, mais pendant des dizaines d'années après. Ça tue la biodiversité, et là, on en prend pour un paquet de temps. Si ça se... Je vais répondre quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'interventions tout à l'heure. Non, mais je suis totalement d'accord, et je vais être clair, il n'y a pas de mine propre, ça c'est sûr, de façon très très claire, ça n'existe pas, et ça n'existera jamais. Je m'engage à regarder en détail ce dossier et à m'y intéresser et à étudier tout ça. Voilà, moi encore une fois, j'aimerais qu'il y ait une solution facile. Aujourd'hui, il faut se passer de pétrole, on n'a pas le choix. Il faut s'en passer assez vite, c'est-à-dire qu'il faut que 2050, dans 27 ans, on ait quasiment plus de pétrole en France, et sachant qu'il y a des secteurs type industriel, chimie, etc., où c'est difficile de s'en passer totalement. Donc il faudra s'en passer totalement pour la mobilité. Donc il faut trouver des alternatives. La sobriété, clairement, c'en est une, le ferroviaire, les transports en commun, mais est-ce que ce sera suffisant? Moi je l'espère, mais j'en suis pas convaincu. Je suis totalement d'accord que le gouvernement, encore une fois, fait les choses à l'envers. C'est vrai pour à peu près tout ce qu'il fait sur la transition écologique, où il prend toujours le problème dans le mauvais sens, et où l'implication des citoyens et citoyennes n'est jamais là. C'est des fausses consultations publiques qui sont une obligation légale, mais c'est à peu près tout. C'est la seule raison pour laquelle ils la font. Voilà, après, comment on fait avec cette hypocrisie, comment on choisit entre cette mine qui a des conséquences locales et l'autre mine en lithium en Bretagne qui est dans une zone Natura 2000, ou en Alsace qui est dans une autre zone.
est-ce qu'on fait rien et on continue à exporter ça au Chili ou en Chine? C'est pas mieux, c'est même pire peut-être, donc c'est très compliqué et j'aimerais avoir une solution, mais voilà, je ne peux pas en dire plus, je peux pas en dire plus aujourd'hui. Sur la géothermie, je suis d'accord, oui, il faut en faire là où c'est possible. Après, il y a des gisements très différents en France où, en gros, c'est la température du sol qui dépend et selon l'endroit où on est, il faut creuser très très profond pour avoir une température suffisante et ça coûte évidemment très cher en plus d'avoir potentiellement des impacts. Il y a eu des conséquences en Alsace avec potentiellement des tremblements de terre petits mais existants qui ont été peut-être, on ne sait pas trop encore, amplifiés ou générés par une expérimentation géothermique. Il y a dans le bassin parisien des zones intéressantes là-dessus. Il y a pour voilà, des réseaux urbains, etc., ça peut être intéressant. Donc oui, il faut en faire, il faut étudier. Après, ça ne répondra pas à tout et ça n'empêchera pas de faire des pompes à chaleur parce qu'on en aura aussi besoin, parce que ça permet de consommer un peu moins d'électricité que les radiateurs grippins qui consomment énormément pour rien. Donc voilà, il faut un peu de tous les renouvelables possibles, dont la géothermie. Et pour les véhicules électriques, encore une fois, oui, aujourd'hui, il y a des risques avec les moteurs. Il y a des parcs, en Norvège notamment, qui commencent à être vraiment très très importants, et où du coup, ils ont des retours d'expérience, ils commencent à maîtriser mieux les processus et à limiter le risque d'incendie, etc. Ça reste effectivement le lithium un composant qui réagit avec l'eau de façon assez virulente. Donc oui, il y a des risques. Comment évaluer ces risques correctement et faire une analyse bénéfice-risque, c'est compliqué. Voilà, donc il va falloir faire avec le retour d'expérience et étudier ça. Sur le recyclage, je suis d'accord, ça n'existe pas aujourd'hui ou très peu ou très mal, mais il faut vraiment faire ça parce que justement ça permettra d'extraire moins de lithium. C'est vrai pour le lithium, c'est vrai pour tous les métaux et terres rares qui existent. Et puis pour les bornes de recharge, c'est un vrai problème politique et c'est la même chose à moindre mesure que les chargeurs de téléphone portable où on a des embouts différents pour chaque appareil. En fait, il faut que le politique réglemente pour que l'embout soit le même pour tout le monde et qu'il fasse une contrainte parce que sinon effectivement ça va être n'importe quoi. On va construire des bornes de recharge partout, on va artificialiser encore plus. Oui, ça c'est la faute du politique. Et il est à savoir que toutes les taxes aujourd'hui qu'on ne paye pas avec l'électricité par rapport au pétrole, au carburant, dans un premier temps on n'en parle pas. Mais quand tout le parc électrique sera extrêmement important, que vous aurez la fameuse prise chez vous avec 5 trous, enfin bon, mais qui coûte 1 000 € pour l'installer, là, les taxes qui ne seront pas vendues avec le pétrole seront comptabilisées dans la facture électrique. Ça, on n'en parle pas. Je trouve que c'est pas bien. Il faut dire les choses. Après, le consommateur fait son choix. Et puis, bien sûr, en ce moment, elles sont largement subventionnées, ce qui fait que les gens se jettent dessus. C'est intéressant, oui, d'accord, dans un premier temps. Mais bon, on verra l'avenir. D'autres intervenants? Un mot sur l'hydrogène. Voilà. Et si vous en êtes d'accord, on va arrêter, mais on a quelques petites choses à voir ensemble, mais ça ne va pas durer longtemps. Ah, l'hydrogène. Vaste sujet, c'est un exemple typique de solution partielle qui est présentée comme une solution miracle à tous les problèmes par les mêmes industriels et entreprises et certains États. L'hydrogène, aujourd'hui, on en consomme beaucoup dans des procédés industriels, notamment dans l'acierie et la chimie. Et il est issu à 98% d'énergie fossile, de gaz fossile. Donc cet hydrogène-là, il faut évidemment le décarboner et le transformer en hydrogène vert, en le produisant à partir d'énergies renouvelables, notamment, avec des électrolyseurs. Donc ça, c'est indispensable. Sur la mobilité, non. Notamment sur les véhicules électriques, c'est une aberration qui n'a pas de nom parce qu'au niveau du rendement, c'est catastrophique. C'est vraiment, on gaspille 80% de l'énergie nécessaire, donc c'est vraiment une très très mauvaise idée. Peut-être sur certains transports très lourds, type gros paquebots,
etc. Sur l'avion, c'est pareil, ça marchera peut-être pour des petits courriers, mais sur les longs courriers, c'est juste probablement invraisemblable que ça fonctionne parce que le volume d'hydrogène, c'est très volumineux. C'est léger, mais c'est très volumineux. Donc on n'arrivera pas à en embarquer suffisamment pour faire des longs courriers. Il y aura un peu de besoin pour le stockage d'électricité, mais c'est pas énorme en volume. C'est pas, voilà, c'est pas excessif et c'est plutôt à partir de 2040, donc il y a un peu de temps avant ça. Et puis voilà, essentiellement long. Oui, il faut faire de l'hydrogène vert, mais aujourd'hui il a une place vraiment trop importante. Les industriels commencent à comprendre que sur la voiture ça ne marchera pas, parce que toutes les entreprises qui se sont montées sont en train de se casser la gueule une à une, parce que c'est pas économiquement viable. Mais voilà, ça fait partie des secteurs émergents. Il y a énormément d'entreprises, de start-up qui se montent pour ce qu'ils voient. Parce qu'il y a beaucoup de subventions aussi, donc il y en a qui en profitent. Toujours les mêmes. Donc voilà, oui, il en faut, mais pas comme ça. À propos du recyclage, ça dépasse quand même parce que dans le granit, on va trouver un peu de lithium. On n'entend rien, hein. Et la caméra encore moins. Oui, dans le granit, il y a un petit peu de lithium. Il faut, je ne sais plus, on parlait de 9% ou de 0,9% de la masse. Et je ne comprends pas, moi, après, le recyclage, pourquoi on n'arrive pas à recycler, quoi. Parce que le pourcentage, à mon avis, il serait quand même plus élevé. Il y a quelque chose qui, dans l'esprit de l'industrie, me paraît un peu contre-productif. Je sais, par ailleurs, que, par exemple, pour ce qui est du fer, je sais que ça s'en extrait encore dans des mines, mais à la limite, on peut tourner pratiquement avec tout le fer qui a été extrait. Parce qu'en plus, on est en train de faire une mine de fer en Ukraine, là, je sais plus, c'est pas ça là qu'ils sont en train de faire, les Russes. Une mine si, ils mettent des chars là, et ça va faire, ça fait une bonne mine de fer. Beaucoup d'acier à récupérer. Un peu taché de sang, mais enfin. Ça va être une mine de fer où ça va être un rendement terrible, hein, meilleur que les mines de Suède. Hein. Alors il y a quelque chose là-dessus qui me paraît bizarre. Bon. Oui. Bon. La réponse, elle est assez simple. On est une société capitaliste et du coup, ce qui gouverne, c'est l'économie. Et aujourd'hui, la plupart des minerais, ça coûte plus cher de les recycler que de les extraire. Donc, les entreprises les extraient. Et les gens achètent du minerai pas cher qui a été extrait. Il y a évidemment des leviers politiques pour contrebalancer ça, en mettant des taxes type carbone ou autres là-dessus. Donc, il faut le faire. Il faut développer des filières et effectivement, pour le faire, on pourrait avoir un taux de recyclage de plus de 90% et se contenter quasiment de tout le fer qui a déjà été extrait et qui aujourd'hui traîne dans des décharges à droite à gauche dans des pays du Sud, parce que c'est en général là qu'on envoie nos déchets. Pour le lithium, c'est une autre problématique, c'est-à-dire que les besoins en lithium vont beaucoup se développer au niveau mondial. Et en fait, même si on recyclait tout le lithium qui est en circulation dans le monde, on n'aurait pas du tout assez par rapport aux besoins. Donc, de ce point de vue-là, il y a besoin de produire plus dans cette logique-là. Voilà. Oui, le drame, c'est ce que vous disiez, à savoir que l'énergie, on ne s'est jamais posé la question de savoir où elle était produite, comment elle était produite et comment elle polluait loin. Nous, on avait juste à mettre nos petits robinets, se servir de ça en se fermant les yeux. Et maintenant, où on veut développer un maximum toutes les énergies renouvelables, tout le monde prend son drapeau pour dire « Ah bah pas chez moi, à côté ». Et ça, c'est la grande question qu'il faut qu'on se pose. Comment être raisonnable par rapport à ce qu'on utilise et comment c'est produit. Parce que je suis de votre avis, rien n'est propre dans aucune extraction. Ça pollue forcément quelque part. Merci. Que répondriez-vous à la question suivante? Avons-nous bien fait de tenir ce débat? Oui. Mais je vais vous dire autre chose, il a pris un tel niveau grâce à vous. Pourquoi? Pas de flatterie dans le propos. Qu'est-ce qui ressort de fort et qui pourrait nous aider sur Échassières? Vous avez dit,
nous vivons comme une espèce de déconnexion nationale. Mais la fin de votre propos est claire, parce que nous avons un système national qui est un système, c'est pas un constat dans l'absurde, etc., c'est un système capitaliste. Donc dans 1001 exemples qui ont été débattus ce soir, on sent que ce qui l'emporte, c'est le gain, c'est le profit financier, etc. Quelle est la réponse à apporter à ça? C'est ce que tu as appelé, ce qu'on peut appeler autrement, la démocratie locale. C'est-à-dire, prenant l'exemple des Chassières, moi je n'ai pas personnellement tranché, parce que j'ai appris beaucoup ce soir, mais je pense que beaucoup de gens autour des Chassières, peut-être un peu moins, mais ailleurs, ont besoin de ces informations. D'où viendront-elles? De nous, de la prise en main par nous, par les gens, avec l'appui, et ce n'est pas non plus une flatterie, de personnes comme Nicolas, qui étudient, qui ont des paramètres que personnellement j'ignore, etc., toute une connaissance, une formation, etc. Donc moi je retiens de cette soirée. Vous avez parlé des 150 personnes qui ont été tirées au sort, et votre exposé, là, excusez-moi, était magistral. Ils étaient, je l'ignore, c'était le cas pour tous, ignorants au départ. Mais on a vu qu'avec l'apport des experts, avec l'échange entre eux, ils ont fait quelque chose de tout simplement extraordinaire. Si fort que le gouvernement n'en a retenu aucune des mesures suggérées. Donc ça, c'est une leçon pour ceux qui en doutent encore, et ça existe, sur la capacité des citoyens à prendre en main les affaires du pays. Et ça peut se manifester à une échelle nationale, mais la vivification de tout ça, la mise en mouvement de tout ça, c'est sur le terrain, c'est au niveau local. J'en reviens à Chassières. Il faut que nous, l'atelier est prêt à donner un coup de main quand ça sera jugé utile, mais simplement pour être comme une espèce de prestataire de service. Nous avons un fichier de liste, etc., une petite expérience. Il faut tout mettre en œuvre. Et je pense que des individus comme mon voisin, il faut les faire venir pour écouter. Parce que ce mélange, aucune énergie n'est non polluante. Nous ne pouvons pas évacuer le problème. 2, il faut de la diversité. 3, où est l'intérêt national? Sans échapper aux dimensions internationales. C'est tout ça qu'il faut que nous prenions en compte. Donc on pourrait peut-être retirer 2 choses de cette soirée. La première, c'est nous étions une cinquantaine, chacun à notre façon, etc. On a cet exemple du lithium. Moi, je suis, pour l'instant, ni pour, ni contre, je ne sais pas, je pars de la base 0, mais j'ai envie de savoir. La majorité des gens, à mon avis, sont dans cette... Enfin, peut-être moins dans le secteur des Chassières, mais je l'ai dit aux alentours. Il faut que nous ouvrions un grand débat, que vous avez déjà fait, vous avez emmagasiné toutes celles et ceux qui sont intervenus, même celle qui n'a pas été gentille avec moi, elle connaît. Il faut faire fructifier tout ça. On conclut la soirée. Merci. Merci infiniment. Comment c'est la valeur n'attend pas le nombre, etc. Merci. Alors la suite. Puis, vous savez, il a dit quelque chose, et pourtant il ne s'est pas retourné quand il l'a dit. Il a dit qu'il faut changer la société. Regardez ce qu'il y a écrit derrière. Il a des cartes d'adhésion. Sortez vos agendas. Sortez vos téléphones portables avec du lithium dedans pour noter. Prochaine rencontre, ne partez pas. Prochaine rencontre de l'atelier le 23 février. Pour la souveraineté du peuple, nous sommes tous des constituants. Avec 2 intervenants qui sont dans ce livre. Je vais citer le livre, André Bellon. André Bellon est polytechnicien, ancien député socialiste et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Petite histoire locale, nous y étions ensemble, a rompu avec le Parti socialiste en 1993, il a fondé l'association pour une constituante. Le 2e intervenant, co-auteur de ce livre, Jean-Pierre Crépin, est un économiste très indépendant, lanceur d'alerte en 2005, très actif dans le mouvement des Gilets jaunes. Il continue de l'écrire via son blog Nécronomie. 23 février, ici même. Mais comme je sais que vous êtes... attaché à l'atelier, le 23 mars, je suis sûr que ça va vous toucher au plus profond de vous. Quelle action pour la paix dans le monde? Je ne développe pas, n'est-ce pas? Une phrase seulement, celle du délégué général de l'ONU qui dit
à l'occasion de ce tragique conflit en Ukraine, le moins petit incident peut déboucher sur une guerre nucléaire. Et pour nourrir ça, on envoie des chars, on envoie tout, peut-être qu'on va envoyer des avions. Avec Patrick Le Yarrick, ancien directeur du journal L'Humanité, ancien député européen, et le porte-parole du mouvement de la paix, Roland Nivet. Mais puisque je sais que vous êtes intéressés, je continue. Le 13 avril, vous viendrez, j'en suis sûr, même de Beaune d'Allier, vous viendrez la possibilité du fascisme, France, trajectoire du désastre. C'est un livre qui s'appelle, dont nous avons repris le titre, écrit par Hugo Paletta. Hugo Paletta est sociologue, maître de conférence à l'Université de Lille et chercheur au CRESPA CSU. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il est également directeur de publication de la revue en ligne Contretemps. J'en ai fini. Mai-juin sont disponibles. Nous réfléchissons. Vous pouvez venir réfléchir avec nous. Nous réfléchissons. Ne serait-il pas bon de faire un débat sur l'immigration au moment où se pose d'angoissants problèmes? Nous avons alors sur l'immigration faire un deuxième débat sur l'énergie, continuer. Mais puisque je mets en éveil votre réflexion, etc., nous commençons à nous interroger qu'est-ce que nous mettrons à l'atelier en septembre, octobre, novembre, décembre. Je lance une idée que je n'ai pas dit à mes copains animateurs. Pourquoi pas le féminisme, oser le féminisme du nom d'une association nationale, où en ce moment le mouvement des femmes en France et dans le monde, à mes yeux en tous les cas, est tout simplement réjouissant et impressionnant. Un seul exemple, ce que font les femmes en Iran, c'est extraordinaire. Voilà. Nous avançons avec notre énergie personnelle, avec tout ce qu'on peut, mais il nous faut un peu d'euros. Si jamais quelqu'un va mettre une chaise au fond, vous mettrez. Il y a ce qu'il faut, vous mettrez ce que vous voudrez. Je voudrais faire un petit clin d'œil, et Nicolas, vous me confirmerez, un petit clin d'œil à La Montagne, à RJFM et à Radio Chrétienne de France, qui se sont donné la peine d'interviewer Nicolas Nass ces jours derniers. Pour ceux qui l'ont lu, il y a eu un papier dans La Montagne d'aujourd'hui, pas si mal. Clin d'œil à RMB qui a parlé de notre initiative de ce soir. Est-ce que vous savez où nous allons maintenant, les animateurs? Nous allons manger du pâté aux pommes de terre. Nous allons dîner ensemble au Victor Hugo. Si une ou un ou plusieurs parmi vous sont tentés qu'ils viennent, il y a de la place pour tout le monde. Si je vous dis nous nous revoyons quand, vous répondez quoi? Le 23 février. Bonne soirée. Chacun range sa chaise. Ah oui, je croyais que tu allais oublier.